me présente la firme rapidement. André Bélanger, donc de Optima Management. On est une firme vraiment spécialisée dans le domaine de la gestion stratégique des coûts, gestion de la performance. Et on est, dans le fond, 3 personnes qui travaillent pour la firme. Et on accompagne les entreprises depuis, dans mon cas, 18 ans, mon associé depuis au-delà de 20 ans, dans le domaine de l'amélioration de la performance. Donc, on parle de gestion des coûts, gestion de la profitabilité, prendre une connaissance de notre coût de revient, qui est un peu le reflet de la performance de l'organisation au travers des coûts. Et puis, comment faire en sorte de maximiser notre profitabilité en fonction de notre structure de coûts puis les marchés avec lesquels on travaille. Tout le volet amélioration continue, ligne, tableau de bord, indicateur de performance, planification stratégique, etc. Ici, vous avez un peu les différents domaines, les différents secteurs dans lesquels on travaille. Donc, planification stratégique, gestion de la performance, gestion des processus, tout le volet ligne. Et comme on mentionnait, on est formateur aussi avec l'Ordre des CPA. Mon collègue Luc est professeur à l'UQTR aussi, chargé de cours à l'UQTR. Et moi, je suis formateur aussi avec le Mouvement québécois de la qualité sur les approches d'amélioration continue, souvent en lien aussi avec les coûts, parce que c'est de mettre un peu les deux en parallèle, mettre l'information, combiner l'information ensemble. Vous avez ici un peu profil de différents clients. Donc, il y en a dans le domaine alimentaire. Il y en a qui ne sont pas dans le domaine alimentaire. On ne se spécialise pas dans un créneau de clientèle. C'est vraiment des approches, des méthodologies qu'on amène dans les organisations, puis qu'on accompagne les organisations à mettre en place pour améliorer leur connaissance, leur information. Donc aujourd'hui, on va parler de coût de revient appliqué au concept de l'exportation. Donc, on va aller voir un petit peu plus. Là, j'ai une introduction sur le volet coût de revient, costing, mais on va aller creuser un petit peu plus le volet exportation pour voir quand on veut faire un projet d'exportation, qu'est-ce qu'il faut prendre en compte, à quoi il faut faire attention, qu'est-ce qu'il faut venir ajuster dans nos méthodologies. Okay? Donc, dans les objectifs, on parle de comprendre les objectifs du coût de revient puis des principales méthodes. Donc, un survol de ce côté-là. Différencier les types de coûts du marché domestique versus le marché d'exportation. Donc, les coûts sont pareils quand on va parler d'un produit, mais quand on va parler de la démarche, d'aller à l'extérieur, d'aller vendre nos produits à l'extérieur, là, il y a des coûts additionnels qui viennent s'ajouter qu'il faut prendre en compte. Et comment est-ce qu'on va les considérer dans notre stratégie. Et on va regarder comment comprendre les activités d'exportation, comment ça vient influencer notre coût de revient, puis notre stratégie de prix. Okay? Donc, on ne peut pas juste regarder un côté de la médaille, il faut regarder les deux revers de la médaille. Il faut regarder le coût, il faut regarder le prix, il faut regarder le marché et la stratégie qu'on a face à l'exportation. Donc, le déroulement, 3 premiers volets qu'on va couvrir assez rapidement, à l'intérieur d'à peu près une vingtaine de minutes, une demi-heure. Et après ça, on va vraiment se concentrer sur ce 4e volet-là, qui est vraiment les particularités propres à l'exportation. C'est bon? Ça ne me dérange pas de prendre des questions au fur et à mesure, à l'exception de questions très, très spécifiques, très, très appliquées à votre entreprise qu'on pourrait détailler en une demi-heure. On se parlera par après. Je vais rester ici jusqu'en fin d'après-midi, donc il n'y aura pas de problème. Vous avez aussi mes coordonnées dans le document que je vous ai laissé. Donc, pour ceux qui voudraient avoir une copie de la présentation, envoyez-moi un courriel. Je vous enverrai une copie de la présentation par après. C'est pour ça que je vous ai donné un petit extrait. Puis, on va faire 2 petits ateliers où on va réfléchir à différents éléments à prendre en compte dans notre coût comme tel. Donc, pourquoi le coût de revient? Pourquoi, au départ, là, une entreprise ou une organisation se pose la question « Moi, je devrais mieux connaître mes coûts. Okay? » Puis je vais vous amener dans votre contexte personnel, de vie personnelle. Demain matin, vous allez vous acheter une voiture. Pourquoi que le prix est important? Pardon? Il faut être capable de payer. Puis pourquoi qu'on se pose la question si je suis capable de la payer? Parce que nos revenus sont limités. Alors, est-ce que le prix, c'est un problème de coût ou c'est un problème de revenu? C'est un problème de revenu. OK? Si nos revenus dans nos entreprises étaient limités, on ne se posera pas de questions sur le coût de revient ou à peu près pas. Okay? Mais le problème est que nos revenus sont limités. Il faut faire beaucoup d'efforts pour aller chercher des revenus. Au début, quand on a un produit qui se démarque de la concurrence, on a une clientèle qui vient se l'accaparer, mais là, on va être en croissance, les revenus vont être importants. Et souvent, dans cette phase-là d'organisation, le coût va prendre moins d'importance. Parce qu'on se préoccupe à être capable de fournir les ventes qui arrivent, puis on court après notre queue pour être capable de satisfaire nos clients.
Mais il arrive un moment où on a une forme de plateau, où ce que là, oups, les ventes sont un petit peu plus difficiles à aller chercher. Et là, on va commencer à se préoccuper de nos coûts. OK? Et là, on va les creuser, on va les analyser, on va les regarder. Pourquoi? Parce que je vais être capable de dégager une marge de manœuvre. Je veux m'assurer de garder ma profitabilité. Donc, c'est une question de contrainte. OK? Et on va choisir là où est-ce qu'on va mettre nos efforts en priorité, où est-ce que la contrainte va être la plus importante, où est-ce que, à quelque part, ça va me faire mal. On a la même dynamique avec l'exportation. Je vais vouloir regarder mes coûts à l'exportation. Pourquoi? Je vous pose la question. Pourquoi vous voulez regarder vos coûts à l'exportation? Pas manger d'argent. Contrôle. Parce que nos consommateurs sur le marché étranger ne vont pas forcément être d'accord de payer 10, 15, 20, 30% de plus que les consommateurs de produits. Tout à fait, parce que peut-être que là-bas, il y a un produit comparable qui va être vendu au même prix qu'ici, mais nous, parce qu'on a le transport, etc., la douane, bien, il va être plus cher. Donc, ça veut dire qu'il faut avoir un avantage sur le marché dans lequel on va aller. Puis souvent, au départ, on va investir beaucoup de temps. Puis qui dit de temps en entreprise va dire argent. On va investir beaucoup de temps et argent à développer le marché. Donc, je vais faire de l'investissement, puis à quelque part, je vais avoir une forme de rentabilité, un retour sur cet investissement-là au bout de 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans. OK? On a juste besoin de regarder l'émission Les Dragons là, pour voir que les questions qu'ils posent en premier, là, c'est tu veux combien? Puis je vais être remboursé dans combien de temps? OK? C'est un peu la même dynamique qu'il faut avoir. Là. Demain matin, je m'en vais attaquer le marché français, attaquer le marché de la Grande-Bretagne. OK, je commence, je vais aller faire des salons, je vais aller découvrir la clientèle, développer mes produits à l'interne, faire des tests. OK, mais le payback, là, il va arriver dans combien de temps? Et pour ça, pour être capable faire cette analyse-là, puis bien la comprendre, il va falloir analyser, scruter un petit peu plus nos coûts et bien comprendre comment ces coûts-là vont se comporter en fonction de nos actions qu'on va faire. Donc, ce qu'on veut être capable de faire, c'est de fournir de l'information pour être capable de prendre des décisions d'ordre stratégique. Stratégique, là, c'est un horizon 3 à 5 ans. Okay? Qu'est-ce qui va s'en venir, vers où je veux m'en aller, etc. Tactique et opérationnel. Donc, opérationnel, c'est aujourd'hui, demain, la semaine prochaine, dans 2 semaines. Et tactique, bien, c'est entre le prochain mois et peut-être 1 an à peu près, un an et demi. Comme aller chercher de la rentabilité, conserver ses parts de marché, accroître ses parts de marché, attaquer des nouveaux marchés, d'être capable d'agir plus rapidement donc avec mes clients, donc pénétrer de nouveaux marchés efficacement. Donc, de quand je vais aller pénétrer le marché européen, bien, de faire en sorte que je vais être capable de réussir ou je vais augmenter mes chances de réussite du premier coup le plus rapidement possible. Okay? Donc, on va distinguer un petit peu comptabilité de management et comptabilité financière. La plupart des entreprises sont très habituées à la comptabilité financière. Comptabilité financière, c'est le comptable qui arrive en fin d'année. Si j'ai une petite entreprise, là, j'ai un comptable qui fait ma tenue de livre, il enregistre mes transactions, les comptes à payer, les factures, les comptes à recevoir. Puis à la fin de l'année, j'ai un comptable externe qui arrive, il ramasse tous les papiers, il analyse, il fait les rapports d'impôts, il envoie ça au gouvernement. Ça, c'est la comptabilité financière. Okay? Là, ce qu'on va parler aujourd'hui, là, on parlait de comptabilité de gestion. On parlait de comptabilité qui, oui, agit selon certaines règles, mais dont les clients sont les gens à l'interne. La comptabilité financière, leurs clients là, sont à l'externe. C'est des banquiers, c'est l'impôt, donc le gouvernement, c'est des investisseurs. Okay? Quand j'investis à la bourse, là, je veux comparer, je vais dire Molson avec une compagnie de vêtements, Tommy Hilfiger, puis je veux être capable de comparer des bananes avec des bananes. Okay? C'est pour ça qu'il y a des règles, pour ça qu'il y a des normes. Mais qu'à l'interne, des fois, ça nous dit plus ou moins grand-chose parce que c'est pas comme ça que je voudrais que l'information soit structurée parce qu'on n'a pas ce même mode d'opération-là. Okay? Sinon, on va parler de comptabilité de management. Et ça va venir influencer la façon qu'on va travailler l'information. Donc, ici, c'est clair que c'est obligatoire, c'est réglementé, des principes comptables généralement reconnus, okay, que les comptables se doivent de suivre. De l'autre côté, ici, on n'a pas de règles préétablies, c'est optionnel. Il y a combien d'entreprises privées ici? Levez donc la main. Donc, on a à peu près une quinzaine. Il y en a combien qui calculent leur coût de revient sur une base permanente? Là? 1, 2, 3, 4. OK? Fait qu'on a une dizaine là, que, ben, on le fait pas ou on le fait à peu près. Pourquoi? C'est optionnel. Je n'ai pas la contrainte de revenu probablement. Je dégage déjà de la rentabilité puis je suis satisfait. Alors, je n'ai pas besoin d'aller creuser de façon très spécifique. Mais souvent, quand on grossit puis qu'on sort de notre zone de confort,
c'est là qu'on a des écueils, puis là, on se met à se poser des questions sur, OK, qu'est-ce que j'ai besoin de creuser, qu'est-ce que j'ai besoin de comprendre. Et là, on parle vraiment de comptabilité de gestion. C'est de mettre en relation les données financières et mes données opérationnelles. Mes données relatives à la qualité, mes taux de rejet, mes taux de déclassement, OK, et relatifs au temps. Donc, mes temps de production, mes temps d'opération, mes temps de délai, de temps mort, etc., mes setups. Tout ça, ça a des coûts et on va venir le refléter. Donc, type de décision que ça va amener à travailler, bien, analyse de rentabilité par produit, par service, par client, OK? Analyse de l'efficacité des opérations d'un équipement, départager la rentabilité de différents secteurs. Okay? Je suis dans un domaine X versus Y, et puis les deux, c'est dans le domaine alimentaire, mais c'est des produits vraiment spécifiques, à des marchés spécifiques. Bien, je suis rentable globalement, mais ça va de moins en moins bien. Le A versus le B, est-tu aussi bon que le B? J'ai des doutes. Je veux avoir cette notion-là, être capable de clarifier ça. OK? Accepter des commandes à prix réduit pour l'exportation ou à prix plus élevé pour l'exportation. Diminuer des prix pour éliminer un concurrent, augmenter, conserver sa part de marché. Donc, tout ça, c'est des questionnements qu'on a presque à tous les jours dans une entreprise quand il arrive différentes situations. Et si on n'a pas l'information sur les coûts, à un moment donné, ça va être plus difficile. Alors, quand on parle d'aller à l'extérieur de notre zone de confort, d'aller sur un marché étranger, d'attaquer une clientèle qui n'est pas pareille comme la culture dans laquelle on a grandi en tant qu'entreprise, le challenge est encore plus important. Le risque est plus important, donc il faut se préparer adéquatement et il faut être capable de prendre en compte l'information qu'on a de besoin. Donc ça, c'est pour le petit volet introduction. Classification des coûts, on va regarder un peu les coûts, là, comment est-ce qu'on peut classifier ça, ces coûts-là, et puis à quoi ça ressemble en tant que coûts avec lesquels on va travailler. J'ai tout ça là-dedans? Non, ça va être tantôt. Donc, je vous donne un exemple. J'ai ici mon cadran qui est en haut. J'ai mes variables, j'ai mes fixes. Si on va sur cet axe-là, donnez-moi un exemple de coût variable que vous avez dans vos organisations. Les ingrédients. OK. Ingrédients. Puis pourquoi qu'on dit que c'est variable? Non, c'est pas tout à fait. C'est pas dans cette optique-là qu'on le regarde, la variabilité. C'est ça. Donc, c'est plus je vais en produire, plus ça va me coûter cher. OK? Mais par produit, on comprend que le coût, il reste pareil, là, mais c'est en globalité qu'on le regarde, quand on a notre paradigme comptable. OK? Fixe. Un exemple de coût fixe. Le loyer. OK? On va mettre ici. Pourquoi qu'on dit que le loyer est fixe? Parce que je paye une fois par mois. C'est le même montant tous les mois. Si j'agrandis, bien là, c'est sûr, je vais payer un petit peu plus cher. Là. OK? Mais il est fixe dans le temps. L'autre distinction, ici, on a des directs. On a des indirects. Donc, vous voyez que j'ai mis ingrédient ici. Pourquoi qu'on dit ingrédient, il est direct? Il est dans le coût de... Non, c'est pas pour cette raison-là. C'est pas parce qu'il est dans le coût des marchandises vendues. Sans ingrédients, je n'ai pas de produit. OK? Il rentre spécifiquement dans mon produit. OK? Donc, c'est un coût direct, c'est un coût spécifique à ce produit-là. OK? Donc, je fabrique du fromage, ça me prend du lait, bien, c'est directement dedans, puis je l'ai en bout de piste. Je fabrique des purées de fruits, bien, encore là, le fruit, bien, c'est un coût direct qui rentre directement, spécifiquement pour ça. OK? La distinction avec l'indirect, OK, c'est que mon loyer, il faut que je le partage entre différents produits. Si je suis une entreprise puis j'ai la chance de faire qu'un seul produit et que j'en exploite pas d'autres dans mon environnement, on comprend que tous mes coûts sont des coûts directs, okay? Parce qu'ils servent qu'à faire ce produit-là. La journée que j'ai deux produits que je fais sur la même machine ou dans le même environnement, il y a des coûts qu'il faut que je sépare, que je réussisse à distinguer. Okay? Ce midi, je dînais avec quelqu'un de fromagerie de la Chaudière. On parlait des fromages, puis le vieillissement et tout ça. Mais le coût de l'entrepôt dans lequel je mets mes fromages, je pourrais le répartir par unité. Mais il y a des fromages qui restent là une journée. Il y en a d'autres qui restent là 2 ans. Fait que si je le répartis par unité, ça ne marche pas. Okay? Il y en a qui vont avoir plus de coûts, d'autres moins de coûts, puis ce ne sera pas le reflet adéquat de ce qui se passe réellement. Okay? Donc,
Ici, le challenge, il est là, il est dans les coûts indirects qu'il faut venir répartir. Dans les autres coûts qu'on aurait, dans les indirects, ça pourrait être quoi? La main-d'œuvre. Donnez-moi un exemple de main-d'œuvre indirecte. C'est qui a parlé? Qui a parlé de main-d'œuvre en arrière? OK. Quelle main-d'œuvre que je mettrais dans l'indirect? L'administration. OK. Ça, dans le contexte de comptabilité, coût de revient, l'administration, elle serait ici. OK. Puis vente. Si je regarde coût de produit. OK. Donc, si je fais un coût de produit spécifique ici pour mon marché domestique, administration-vente va être en bas. Fait que c'est vrai que c'est un indirect. C'est un indirect indirect. Là. Il est vraiment loin. Là. Je ne viendrai pas le mettre dans mon coût de produit, selon les règles comptables. OK? Pardon? La sous-traitance, c'est un indirect ou c'est un direct? Quel type de sous-traitance? Par une partie, par un autre compagnie. À ce moment-là, on tomberait dans du direct. Parce que à chaque fois que je fais faire ce produit-là à l'extérieur, il est direct puis il est variable. Donc, ma sous-traitance est ici. OK? Dans l'indirect, on aurait de la main-d'œuvre d'entretien. J'ai des équipements de fabrication, j'ai de l'entretien mécanique, entretien électrique. Là. Il va se retrouver ici. Le transport, Transport sur... direct, transport sur tes produits. Transport sur achat, il va se retrouver ici avec mes ingrédients. Il va se retrouver en haut avec les revenus. Je vais faire moins mon transport sur vente pour avoir mes revenus nets. Quand vous donnez des escomptes à des clients, ça va se retrouver ici aussi. OK? Oui? Coût de non-conformité. Un exemple de coût de non-conformité? J'ai des batchs qui ne sont pas bonnes. Tout à fait. Tout à fait. OK? Donc, ces coûts-là vont être, je vous dirais, noyés ou cachés à l'intérieur de ça. OK? Par exemple, que si pour faire, mettons, 100 batchs de fromage, j'ai besoin de 10 000 kilos de lait, puis que sur mes 100 batchs, j'en ai une qui n'est pas bonne, il va m'en rester 99. Le coût, mettons que j'ai 1 $ du kilo, là, ça me coûterait 10 000 $ de lait, bien là, je diviserais par 99 batchs. Fait que le coût est comme rentré à l'intérieur. C'est pour ça que des fois, on va les appeler des coûts cachés. Et il y a des notions comme les coûts de non-qualité qui nous permettent aujourd'hui de venir enlever ça, d'estimer l'ampleur de ces coûts-là. Donc là, on rentre dans les notions avancées de coûts de revient, là. Mais c'est quand même un élément important qu'il faut savoir parce que le fait que il vient rentrer implicitement dedans, c'est comme un coût qu'on ne voit pas, là. OK? Dans les frais de main-d'œuvre directs, là, vos employés sur les chaînes de production sont où? Main-d'œuvre directe, hein, ça le dit, c'est direct. OK? Donc, normalement, ça se trouverait ici. Sont variables ou sont fixes? Ça dépend, un peu des deux. Ça va dépendre beaucoup du contexte de chaque organisation. OK? Et historiquement, dans de la fabrication artisanale, la main-d'œuvre directe était très variable. Parce que demain matin, je n'ai pas d'ouvrage, mais ne rentre pas. Tu rentreras jeudi. OK? Aujourd'hui, si je dis ça trop souvent au même employé, le jeudi, il ne sera pas là. Alors, cette main-d'œuvre directe-là, qui était très variable, a tendance à devenir de plus en plus fixe à cause de la contrainte, rareté de main-d'œuvre. Ça m'amène un coût additionnel. Ça veut dire que quand j'ai des temps morts, il faut que j'absorbe ce coût-là. OK? Fait que ça veut dire qu'il faut que je me dégage une marge de profit pour être capable d'en tenir compte. OK? Mais en même temps, ça me donne un peu plus de souplesse. Je peux réagir plus rapidement à des variations de commande. J'ai la main-d'œuvre qui est déjà là, qui est formée, puis qui est performante. OK? Alors, ma main-d'œuvre directe, ici, là, on va la mettre ici, OK? Parce qu'elle va être entre variable et fixe. Souvent, il va y avoir une composante qui va être fixe. J'ai vu des entreprises qui, 3 mois sur 12, des entreprises saisonnières, 3 mois sur 12 ne travaillaient pas, aucune opération, mais ils payent la moitié de leur employé de production pareil. Okay? Parce qu'ils disent, quand la saison repart, ça me les prend. Je ne peux pas me permettre de ne pas les avoir. Alors, ça, c'est vraiment la main-d'œuvre fixe, la main-d'œuvre directe fixe. Okay? Alors, ça, c'est les différents secteurs. Puis, il faut que vous puissiez... Tantôt, on va faire la même dynamique, mais avec nos coûts à l'exportation. OK? Donc,
Deux grandes notions, direct, indirect, fixe, variable. Okay? On parle de comportement des coûts à ce moment-là. Donc, des coûts directs, c'est des choses qui sont des coûts qui sont reliés spécifiquement à un produit ou service. Donc, si je suis dans le domaine de l'exportation, je vais vouloir, si je me fais un plan, je vais vouloir savoir quels sont mes coûts directs spécifiques à mon projet d'exportation. Okay? Donc, ça, je vais vouloir les catégoriser dans cette case-là. Et je vais en avoir relié à mon produit. Et je pourrais en avoir relié à mon client, mes clients, au marché, au territoire que je m'en vais desservir. Okay? L'autre volet, c'est indirect. Le mot le dit, c'est indirect. Donc, on ne peut pas le relier spécifiquement à un produit. C'est une ressource qui est partagée. Okay? Et ma main-d'œuvre directe, tantôt, là, qui travaille ces opérations, de plus en plus où ça devient indirect parce qu'il faut que je partage son coût au même titre que la machine. La machine, elle fabrique 50 produits différents. Je sépare le coût de la machine entre 50 produits. Mais la main-d'œuvre qui opère cette machine-là, aujourd'hui, il faut que je la sépare aussi. Même la main-d'œuvre directe, ça en vient un petit peu indirect. Mais ici, dans la catégorie, on aurait supervision, par exemple, entretien. L'amortissement ou loyer, souvent, c'est un ou l'autre. Amortissement des équipements, ça pourrait être loyer de la bâtisse, ça peut être amortissement de la bâtisse, entretien des équipements, entretien de la bâtisse, taxes, assurance, etc. Et là, c'est l'ensemble des produits et des services qu'on fournit, puis il faut trouver une façon de le répartir. OK? Donc, coût indirect, on spécifie ici fabrication versus opération. Si je suis dans une entreprise de service, souvent, je vais avoir moins d'entretien mécanique, hein, on s'entend, ça va être plus d'entretien vraiment juste sur la bâtisse ou sur le local où je suis, ou même dans certains cas, si c'est un loyer, je n'aurai même pas d'entretien, ce n'est que le ménage du bureau. Okay, donc, l'importance d'un versus l'autre va changer un petit peu. Et l'autre dynamique, c'est variable fixe. Ça, il faut être capable de le répertorier aussi. Donc, variabilité fixe, ici, c'est dans une optique de variation de volume. Donc, je m'en vais sur le marché européen, je m'en vais attaquer l'Allemagne. Bien, la première année, c'est quoi? Ça va être 10 000 caisses que je vais envoyer, ça va être 1000 caisses, ça va être 100 caisses. C'est cette notion de variabilité-là que j'ai besoin d'être capable de prendre en compte. Okay? Donc, c'est des coûts dont le total va varier proportionnellement au volume de production ou de vente, okay? De ce que je vais livrer. L'autre côté, mes coûts fixes, bien, souvent, ça va être pour un certain volume, je vais avoir une forme de plateau à quelque part. Okay? Donc, tous les coûts fixes ont leur plateau. Il y en a qui peuvent être fixes 20 ans, il y en a qui peuvent être fixes 2 ans. Okay? Mais à la limite, à long terme, tout devient variable. C'est juste une question là, de fluctuation de volume. Okay? Alors, c'est des ressources, ça représente aussi ce qu'on va appeler des ressources acquises. Donc, c'est qu'avant de me lancer en production, il faut que j'investisse dans ces ressources-là. Alors, quand vous faites du démarchage sur un marché étranger, bien, c'est à quelque part des ressources fixes que vous déployez. Vous allez à des salons, vous allez rencontrer des clients potentiels, vous dépensez de l'argent dans de l'hôtel, de la restauration, de l'avion, des entrées à des congrès, etc., pour vous faire connaître. Bien, tout ça, à quelque part, une fois que c'est dépensé, on ne sait pas combien on va vendre. Okay? Ce n'est pas une garantie. Alors, il va falloir que je l'amortisse de quelconque façon pour m'assurer d'obtenir une profitabilité en bout de piste. Est-ce que c'est beau pour fixe, variable, direct, indirect? J'ai oublié de partir de mon temps. On est correct. Parfait. Donc, troisième volet, là, je vais faire ça rapidement ici. J'ai 2 diapos, si je me souviens bien. C'est les différentes méthodes. Donc, une fois qu'on a compris la dynamique de variable, fixe, direct, indirect, là, à cette heure, il faut classifier nos coûts, il faut les regrouper à l'intérieur de différentes méthodes. Et là, on a 3 grandes méthodes. En général, on va avoir la méthode des coûts variables, où on va prendre en compte que seulement les coûts directs. Okay? L'autre méthode, c'est la méthode du coût complet, qui est en général celle utilisée dans la plupart des entreprises. Et quand on a des entreprises un peu plus complexes, qu'on a beaucoup de produits, beaucoup de types d'opérations différentes, bien là, on va tomber dans une méthode qu'on va appeler le coût par activité, où là, on va vraiment se détailler par rapport au processus que les différents produits suivent. Okay? Ce qui est important de savoir ici, c'est qu'on prend seulement en compte les coûts variables. On l'appelle la méthode des coûts variables. Donc, ça veut dire que je vais seulement prendre la catégorie de coûts qui est ici. Okay? Donc, j'ai oublié d'en mettre un dans l'indirect, là, mais ça serait par exemple l'énergie. OK? Donc, j'ai des machines qui fonctionnent à l'électricité, j'ai besoin de gaz naturel,
etc., pour faire du chauffage, de bouilloire, bien, j'ai de l'énergie qui est de l'indirect, qu'il va falloir que je répartisse dans différents produits. Et j'ai mes ingrédients ici, mon transport sur achat. Donc, je prendrais seulement ça, auquel je viendrais ajouter une autre strate, okay, qui est ici, admin vente, là, qui serait tous mes frais de vente. Variable. Commission sur vente. Donc, je calculerai mon coût de produit ici. Et pour faire mon analyse de contribution marginale, je viendrai rajouter ma notion de frais de vente, commission au vendeur, les escomptes que je donne, tous les frais de transport reliés à ces ventes-là, etc. Okay? Pour être capable là, vraiment de voir c'est quoi la contribution marginale qui me reste en bout de piste. Je vends pour 50 000 $ en Europe. Qu'est-ce que ça m'a coûté en frais variables? Puis en bout de piste, là, ça vient contribuer à soutenir mes frais fixes dans une part de combien de dollars? C'est ce que je voudrais faire comme analyse. Quand on fait ce genre d'analyse-là, c'est qu'à court terme, je veux m'assurer de ne pas perdre de l'argent. Je veux m'assurer de ne pas sortir de l'argent de mes poches quand je fais les produits pour les vendre. Ça serait comme se faire à requérir comme entrepreneur. Okay? Méthode du coût complet, bien, on prend en compte l'ensemble des coûts, donc l'ensemble des éléments qui sont ici. Okay? Et donc, coût fixe, variable et direct, indirect, auquel on va venir, je dirais, la structurer sur la base des centres de responsabilité, sur la hiérarchie de notre organisation. C'est la méthode la plus généralement utilisée. Et de plus en plus d'entreprises, quand ils grossissent, mais ils migrent souvent vers la comptabilité par activité. Où là, on a vraiment une traçabilité de mes coûts là, spécifique, maximale, pour être capable d'expliquer c'est quoi qui s'est passé. Parce qu'en bout de piste, quand je regarde mes coûts par produit, je vais être capable de comprendre ce qui s'est passé dans mes opérations, puis voir si j'ai des coûts de rejet, bien, ils représentent combien sur un produit qui me coûte 10 $. Bien, si j'ai 2 $ de coût de rejet là-dedans, je vais essayer de faire en sorte de réduire ça à 50 cents, à 25 cents, puis si je vais dégager ma marge de profit comme ça. Okay? C'est par l'amélioration de mes opérations. Donc, si on regarde avantages et inconvénients, okay? Coût variable, ça permet d'évaluer rapidement ces options, prendre une décision rapide comme produire plus, vendre plus, à moins cher, plus cher. Okay? Ça me permet de connaître la contribution de chaque produit à la couverture des frais fixes et de calculer mon seuil de rentabilité, notre fameux point mort. Okay? Donc, point mort, là, c'est j'investis. Puis à un moment donné, je vais avoir des volumes qui vont se vendre. À partir de quel moment là, que je tombe dans la zone de profitabilité? Je tombe dans la zone qui est intéressante. Okay? Fait que ça, des fois, on va vouloir le faire d'entrée de jeu au départ pour dire on va investir 100 000 $ pour aller chercher ce marché-là. Puis le 100 000, il va se splitter de différentes façons. Okay? Et là, on va rajouter après ça, sur chaque transaction, un pourcentage de 25 %. Bien là, ça va me prendre combien de chiffre d'affaires pour dire que j'arrive là, puis que là, je commence à faire de l'argent dans mes poches. Okay? Ça, c'est notre point mort, notre seuil de rentabilité, notre break-even point. Okay? Donc, pour ça, il faut être capable de distinguer nos coûts variables de nos coûts fixes. Inconvénient, c'est que ça ne tient pas compte de tous les coûts. Ça ne permet pas de valoriser les stocks à un montant qui représente la totalité des coûts. Donc, point de vue comptable, norme comptable, ce n'est pas une méthode qui est nécessairement acceptée quand je veux présenter de l'information aux états financiers. Mais en comptabilité de gestion, aucun problème à l'utiliser. Okay? Puis, ça ne permet pas nécessairement de calculer le prix de vente d'un produit en s'assurant qu'il couvre l'ensemble des coûts, directs, indirects, d'opération, de l'administration de vente. Okay? Là, ça va dépendre de ma structure de coûts. Si j'ai beaucoup de coûts variables, le risque est moins grand, mais si j'ai 20 % de frais variables puis 80 % de frais fixes, bien, faire une contribution marginale, ça peut être à risque de façon importante. Si, par contre, je suis à l'inverse, 80 % de frais variables, 20 % de frais fixes, puis que je dis, bien, moi, je fais un cost plus 50 %, bien, je m'assure de probablement couvrir mes frais fixes, puis mes frais d'administration, mes frais de vente. Okay? Puis quand que je parle de structure de coûts, pour vous donner une image, okay, j'ai l'entreprise A, j'ai l'entreprise B, okay, deux entreprises qui pourraient être dans un domaine alimentaire. Je vais avoir mes ventes. Je vais avoir mes matières premières, ma main-d'œuvre directe, je vais avoir mes frais généraux, on va appeler. Et ça va être mon coût des marchandises vendues, il est ici. Okay? Et mes ventes, admettons que si je représente ça comme en pourcentage, j'ai 100 %. Matières premières, je pourrais être à 50 % ici, 30 % là, 30 % ici. Main-d'œuvre directe, je pourrais être à 20 là. Fait que je suis à 70, 10 % de frais généraux,
Je vais mettre 10 ici. On se retrouve à 70, il m'en reste 30. Donc 100 moins ça, il m'en reste 30. 50 moins 80, il m'en reste 20. Et là, je parlerai de frais admin et frais vente. OK? Donc, admin, je vais dire, je suis à 5 vente à 10 Ici, je vais mettre 10, 10. Il me reste 5 Là, je vais parler de profit net. Et ici, il me reste 10 OK? Quand on parle de structure de coût, c'est de ça qu'on parle. C'est-à-dire, comment ça se répartit. Puis ici, là, c'est mon profit brut. Brut, là. Ici. OK? Fait que je fais mon 100 moins mon 80 qui est ici, mon 100 moins mon 70 qui est là, il me reste 30 OK? Ça me donne ma marge brute. Frais d'admin, frais de vente, profit net. OK? Et fait que ça, il faut la connaître pour notre marché domestique. Il faut la connaître pour notre marché à l'exportation, là, aussi. OK? Donc, puis mes ventes ici, là, c'est mes ventes brutes moins transport sur vente, moins mes escomptes. OK? Puis des fois, là, juste ça ici, là, ça va être 10 à 20 là. OK? Fait que le 100 moi, je pars du 100 qui est net, là. OK? Fait qu'il faut être capable de faire cette mesure-là et de dire, bien, mon marché domestique, c'est peut-être ça, puis mon marché étranger, bien, mes frais de vente ici vont être plus élevés, mes commissions aux vendeurs, mes distributeurs, etc., ça va être plus important, puis qu'est-ce qui va me rester en bout de piste, là? OK? Scénario année 1, année 2, année 3. OK? Si vous voulez avoir une idée de votre entreprise, si elle fonctionne bien, là, faites cette analyse-là sur 5 ans. OK? Puis vous allez voir où est-ce que vous avez des fluctuations en pourcentage, là. Puis normalement, si votre marge brute ici abaisse, ça veut dire que vos coûts ici commencent à être hors de contrôle ou vos prix baissent, puis vous n'êtes pas capable de réduire vos coûts dans la même proportion. OK? Fait que ça va demander des efforts. Si au contraire, votre marge brute ici, elle reste stable ou elle augmente, mais vous êtes dans une bonne position, là. Ça serait bien intéressant. OK? Mais c'est rare qu'on le voit, là. Dans la méthode du coût complet, on tient compte de tous les coûts reliés à la production. Donc, c'est l'ensemble des coûts qui sont là. OK? Ça permet de valoriser les stocks, un montant représentant la totalité des coûts. Donc, c'est la méthode qui est reconnue pour les comptables. Ça permet de développer une règle générale pour estimer le prix de vente d'un produit. Donc, je fais de la purée de pommes en petits sachets que je vends. Bien, mon coût de production, c'est 25 sous le sachet. Je fais un cost plus. Je dis, moi, bien, c'est mon coût plus 100 du même frais, donc 25 cents, ça n'a pas d'allure, là. On va dire 75 cents. Je rajoute un autre 75 cents. Mon prix de vente, c'est 1,5 pièce. OK? Je m'en vais faire de la purée de cerise à côté. OK? Puis au lieu d'être 75 cents, je vais arriver à 90 cents. Je vais appliquer la même règle. Je vais dire, bien, c'est un cost plus 100 90 cents, je devrais le vendre à 1,80 OK? Donc, je vais définir comme ça un peu ma règle mathématique avec laquelle travailler. Mais peut-être que là, à 1,80 le marché, lui, il veut des prix tous pareils. Il veut toute 1,5 pièce. Bien là, si je veux 1,5 pièce, ça veut dire que je viens gruger sur ma profitabilité de l'autre. OK? Et là, on va se retrouver avec la moyenne qu'on va se retrouver ici. OK? C'est comme ça qu'on va faire notre méthode de coût, puis qu'on dit qu'on est capable d'en tirer une méthode pour établir un prix de vente. Mais à un moment donné, à cause de certains produits ou certains intrants spécifiques à nos produits, la règle, elle ne pourra pas être toujours pareille. OK? Il va falloir en tenir compte, là. Il y a eu un ouragan là, au Texas, là, ils sont tous inondés. Là. Bien, il y a 10 ans, quand il est arrivé, 12 ans, quand il est arrivé Katrina, Oasis, la sonde, la compagnie de la sonde, les jeux Oasis au pamplemousse n'étaient plus en spécial. Pendant à peu près 9 mois, là, ils ne donnaient pas de spécial sur ces jus-là. Ils en donnaient sur le jus de pomme, ils en donnaient sur le jus d'orange, toutes les autres, némites, ils donnaient. Pourquoi? Parce que les plantations de pamplemousse, quand Katrina est passée, ont été rasées. L'approvisionnement a été réduit. Les prix ont augmenté. S'ils faisaient des coûts moyens de tous leurs produits, ils ne se seraient pas rendus compte ou il n'y aurait pas fait de distinction. Mais là, ils ne pouvaient pas dire, si je fais un rabais sur ce produit-là, je vais le vendre en bas de mon cost. Ou je ne ferai pas assez de profit pour... Je vais venir nuire à ma profitabilité aux autres, fait que je ne ferai pas de rabais dessus. Okay? Donc, ça, c'est la preuve qu'il y avait un système à l'interne qui était capable de catégoriser les coûts adéquatement. Puis c'est un peu ça qu'il faut que vous soyez capable un peu de refléter dans votre système, dans votre organisation. Comptabilité par activité, mais ça, c'est un peu plus détaillé. On va vraiment
regarder les processus, les différentes étapes, on va avoir un coût par étape du processus. Quand on a beaucoup de produits, là, quand on va dire au-dessus de 50 ou 100, 200, 300 produits, on va voir même jusqu'à 1000, 1200 produits, on va tomber là-dedans. Okay? Ça, c'est quand on a vraiment de la complexité. En général, les petites entreprises, on n'a pas besoin d'aller beaucoup en détail dans ça. Déjà, d'avoir une méthode du coût complet, c'est déjà un avancement intéressant. Coût de revient à l'exportation maintenant. Donc là, on va vraiment focusser sur le volet exportation maintenant qu'on a vu la base. Et je vous ramène à ce petit tableau-là. Vous l'avez dans le document que je vous ai remis. Là. Vous pourrez prendre des notes. Donc, si on regarde maintenant, j'ai encore mes deux axes, mais il y en a un qui est un peu différent. Donc, ici, j'ai variable, j'ai fixe. Et ici, je vais avoir de production. Puis ici, de commercialisation. Donc, demain matin, je me lance sur le marché de l'exportation. Je vais avoir des coûts qui vont être spécifiques au fait que je vais développer ce marché-là. Quels seraient les coûts variables au niveau production propres à l'exportation? Pas tous en même temps. Pardon? Du transport. OK. Pas de production, il va dans la commercialisation ici. Transport. OK. Je vais le livrer. Donc, je vais écrire étiquette adaptée. Impression, ça va dépendre. Parce que si j'ai déjà des étiquettes pour mon produit à l'interne, puis que là, je fais juste une autre sorte d'étiquette pour mon produit adapté, ce n'est pas le coût d'impression de l'étiquette qui est différent, c'est le coût de conception de cette étiquette-là. Par contre, j'ai déjà un emballage qui est déjà pré-imprimé, OK, pour mon marché domestique, et là, je suis obligé de faire une étiquette additionnelle, comme on voit souvent sur des produits qui arrivent d'ailleurs, puis là, c'est apposé dessus. Ça, c'est un coût additionnel, OK? Donc, si c'est cas-là, c'est un cas comme ça, bien là, vraiment, donc, il y a le volet conception, et il y a le volet impression. Si dans notre cas, l'emballage est déjà pré-monté. C'est là que tu vas capturer quand même les efficacités. Si tu achetais 1000 sacs avant dans ton marché établi, mais là, tu en prends rien que 100 dans le marché, les efficacités sont moindres. On ne parlera pas d'inefficacité, on va parler d'économie d'échelle. Les économies d'échelle vont être moins grandes. Fait que si ici, mon emballage, je ne sais pas, je payais, je vais dire 5 cents de l'emballage, puis que là, ben, parce que j'en fais faire moins pour mon marché, ils sont rendus à 8 cents, bien, il faut que j'en tienne compte séparément. Puis c'est là que je vais vouloir idéalement avoir un état des résultats avec mon marché domestique et mon marché à l'étranger. Il va falloir que je sois capable de le séparer. Sinon, le danger, c'est que je vais dire à 5 cents, je n'ai 10 000, OK? Puis à 8 cents, je n'ai 1000. Bien, le danger, c'est que je vais faire une moyenne sur 11 000. Et là, le 5 cents ne sera plus vraiment 5 cents, ça va être 5,50 ou 5,60, etc. Là, ça va venir fausser mes analyses. OK? Puis ça pourra faire en sorte que je vais venir augmenter le prix à cause de ma règle comptable d'établissement des prix sur mon marché domestique, puis là, je vais me sortir de mon marché. Donc, il y a un risque, là. Alors, ce que je vais vouloir faire, je vais vouloir le plus possible isoler mes coûts. La façon de faire ça dans vos systèmes, c'est d'avoir une charte de compte, OK, avec des comptes spécifiques avec des éléments d'exportation. OK, d'être capable d'isoler ces frais-là pour être capable de les reconstituer rapidement. Si je mets toutes mes matières premières d'emballage dans le même compte de grands livres, ça veut dire qu'à la fin de mon année, il va falloir que je vienne séparer ça de ça. OK? Bien là, comment je vais le faire? Je vais éplucher toutes les transactions de par une. C'est bien plus simple de créer un compte tout de suite, exportation, puis la facture qui arrive d'imprimerie ABC, c'est pour les étiquettes d'impression à marché étranger. On va tout de suite le catégoriser dans ce compte-là. L'analyse va être plus facile après. Okay? De l'autre côté, il faut faire attention, il ne faut pas se créer 250 comptes de plus. Ça peut devenir le capharnaüm aussi au niveau de l'entrée. Mais il faut aller chercher le juste milieu là-dedans. Il faut aller chercher un petit peu plus de précision à la saisie pour nous aider après quand on va faire des analyses. Sans ça, on va passer trop de temps à décortiquer les chiffres, puis là, on va se décourager, on va arrêter d'en faire.
OK. Autre élément ici, autre coût qu'on aurait dans notre démarchage? Oui? OK. Conformité, certification. On est-tu dans la production ou dans la commercialisation? C'est un peu entre les deux. Je serais porté à penser que c'est production. C'est-tu du variable ou du fixe? C'est du fixe. C'est pas en fonction du volume en général. OK? Donc, certification, conformité. OK? Donc, si les inspections qu'on pourrait avoir, etc., là, ça va rentrer là-dedans. OK? Souvent, ils vont venir inspecter justement le plan de production pour s'assurer que tout est conforme. Autre chose qu'on aurait quand on va attaquer le marché étranger. Les droits d'assises. On est dans du fixe ou du variable? Variable. On est dans de la production ou de la commercialisation? Commercialisation. Autre chose. Taux de change. Taux de change. Ça peut influencer ces deux, mais Taux de change, on n'est pas dans du... c'est pas un frais... Comment je pourrais dire ça? il faut qu'il soit considéré quand même. Tout à fait. C'est ça. C'est la nuance que je veux amener, là. Fait qu'ici, là, on va le mettre là. On va dire taux de change. OK. Il faut que dans votre plan de développement du marché, que vous ayez anticipé ou estimé quel va être le taux de change pour aujourd'hui, dans 6 mois, dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans. Puis je vous le garantis, vous allez vous tromper. C'est sûr. Vous ne pouvez pas arriver juste dessus. Si vous arrivez juste dessus, faites comme à 49, allez vous acheter un billet. OK? Mais il faut essayer de l'estimer le plus juste possible, puis voir est où notre sensibilité. Puis là, on va être capable, avec des scénarios, de dire, bien, si le taux de change, je me suis trompé de 20 là, ça va vouloir dire quoi, moi, dans le portrait de mon plan d'affaires? Je vais être capable encore d'attaquer ce marché-là? Comment ça va venir? Fait que ça, il faut être capable de l'analyser, là. Okay, puis de voir c'est quoi notre degré de sensibilité par rapport au taux de change. Et ce qu'on va faire, c'est qu'en cours de route, quand on va avoir notre budget, puis qu'on va voir le réel, là, on va venir analyser l'écart. J'avais anticipé un taux de change de 1,22. Finalement, on est à 1,24. Bien, ça m'a coûté un petit peu plus cher ou j'ai un petit peu plus de revenus. Puis, il y en a des entreprises qui vont être chanceuses. Le volet achat de matières premières va se faire en US, puis ils vont vendre en US. Les autres, ça a peu d'impact. Tu sais. Mais les entreprises comme ça sont rares. J'ai-tu d'autres éléments que je vais prendre en compte? Transport, logistique, assurance. Donc, transport, logistique, assurance. En général, on va aller dans la commercialisation. OK? Et on est dans du variable ou du fixe? On est dans du variable. OK? Transport. Assurance, ça va dépendre. Mais logistique. OK, logistique, on transporte par palette, par camion, etc. Fait, excusez, c'est en fonction du volume. Assurance, ça va dépendre. Si c'est une assurance annuelle, il va aller en bas dans le fixe. Si c'est une assurance par voyage, bien, il va aller en haut. OK? Autre chose. Design. Design d'un produit, design d'un emballage, d'une étiquette. OK. On est où? OK. On va commencer par le design du produit. Donc, on est dans la commercialisation, on n'est pas dans la production. OK. On aurait pu le mettre là aussi. Non? Quand on développe un emballage, là, ça va. Non? OK. OK. C'est bon. J'achète ça. Puis, c'est quoi l'autre que vous avez nommé? Traduction. Traduction. On est encore ça, c'est clair qu'on est ici. OK. C'est bon. Autre chose? Coût de marketing, publicité. On est clair qu'on est dans la commercialisation. Là, c'est du variable ou du fixe? OK. Pourquoi fixe? C'est ceux qui disent. Tu peux faire des tonnes de marketing pour vendre un produit. C'est en plein ça. C'est un investissement. C'est une décision. C'est discrétionnaire. OK? C'est moi, en tant que gestionnaire, qui va prendre la décision de développer un plan, puis il va me coûter X. OK? La preuve, c'est que quand souvent le marché baisse, puis qu'on tombe en récession, on a 2 types d'entreprises, 2 types de stratégies, celles qui investissent plus en publicité, celles qui investissent moins. Ça n'a rien à voir avec le volume qu'ils vendent. Okay? Quand on parle de variable fixe, c'est toujours en relation avec le volume
vendu. Donc, en général, ça va être une relation directe. Là, OK? Fait que ici, la publicité, ça va être ici en général. OK? Autre chose. On est dans la commercialisation. On est dans le fixe encore. OK? Salon. Voyage. Puis, il y a beaucoup de frais là-dedans. Il nous manque une grande catégorie de coûts, là. Les certifications. On les a pas mis là? Moi, je dirais aussi pour l'adaptation du produit et les ingrédients, parce qu'on peut mettre plus de sucre pour un marché en particulier. Dans la traduction. OK, donc, adaptation du produit, ça serait ici. Plus? Variable? Oui, ça dépend de la quantité de bouteilles qu'on va faire, du sucre qu'on va ajouter en plus dans chaque bouteille. Ah, OK. Donc, il y a deux volets. Il y a le volet, je dirais, adaptation de la recette. Donc, ça, c'est un volet conceptuel. OK? C'est la conception du nouveau produit, de l'adaptation du produit. Il irait dans les fixes ici. Là. OK? Donc, ça, c'est adaptation. Tandis qu'ici, on va dire, mais les coûts différents versus le produit domestique. Donc, effectivement, on met plus de sucre, moins de sucre, plus de ci, plus de ça. Le coût, mais avant, ça me coûtait 1,25, mais là, la même catégorie de dépenses, ça va être 1,22 ou 1,34. Fait que ça va venir jouer. Là. OK. Les frais de représentation, broker, etc., qui vont dans la commercialisation. Tout à fait. OK. Donc, représentation, broker, distribution, commission. OK. Tout ça là-dedans. On est là-dedans. Donc, on voit qu'on a quand même beaucoup de variables. On a quand même beaucoup des éléments qui vont représenter des sommes importantes fixes. OK? Et le parallèle, dans le fond, que je veux faire, c'est par rapport à votre cycle de vie. Il faut que vous puissiez regarder votre marché là, que vous allez attaquer comme un cycle de vie de votre entreprise. Mais là, c'est le plan à l'étranger. Puis de le séparer un peu comme ça. OK? Donc, les étapes qu'on a ici, c'est recherche et développement. On a l'introduction. On a la croissance. On a la maturité. Et on a l'abandon. Même si on ne souhaite pas le regarder, l'abandon, il faut quand même y penser. Et on devrait être capable, dans notre plan, de dire, bien, ça ici, dans cet horizon-là, là, c'est quoi? C'est 3 ans, 5 ans, c'est 10 ans, etc. OK? Dire, bien, quand est-ce que je vais arriver à un seuil, là, où est-ce que je vais être au niveau de maturité, là, dans mon marché, puis que je pense que je vais pas juste percer, mais je vais occuper le marché de façon relativement permanente. OK? Ça va être quoi le niveau d'investissement ici? OK? Je vais le mettre en rouge, là. Donc, le niveau d'investissement, ici, là, je n'ai pas de revenus qui rentrent, là. OK? Ici, je continue à investir, OK? Et j'ai un peu de revenus qui va rentrer. Puis mes profits, je vais commencer à les faire normalement dans cette zone-là, là. OK? Puis ici, là, je vais être à profit, là. Et plus je vais m'éloigner en maturité, plus mes profits vont être diminués parce que je vais avoir de la concurrence qui va rentrer dans mon marché. Okay? Puis avec la différence que je vais avoir faite avec mon produit ici, maintenant, il y en a d'autres qui vont venir s'agglutiner à mon marché là, parce qu'ils vont dire hey, c'est une belle occasion, on l'aide nous autres aussi. Okay? Fait que c'est pour ça qu'à maturité, on n'est plus capable de continuer à monter, c'est parce qu'on a des concurrents. Okay? Fait qu'il faut qu'au départ, là, vous ayez déjà une idée en tête, dire ben, on va investir tant, ça va prendre tant de temps à faire notre recherche-développement. Et là, quand on a parlé de développer les étiquettes, faire de la traduction, le design, c'est dans cette période-là ici. Là. OK? Puis là, je rentre sur mon marché. Puis là, ben, je vais avoir des salons, je vais avoir de la publicité, je vais avoir de la logistique, transport, assise, etc. Et tous ces frais-là vont rentrer par après, là, OK? Dans cette période-là. Là. Mais au départ, je vais réinvestir. Fait qu'il faut que vous ayez en tête, là, dire, bien, sur cette période-là, là, je vais atteindre quel seuil? Et à partir de quel moment je vais être rentable? Okay? Notre seuil de rentabilité, là, c'est de prendre cette portion-là de frais fixes ici, plus mes autres frais fixes qui sont là, puis dire versus mes revenus que je viens chercher, à quel moment là, que je viens croiser ici, là, puis dire, OK, là, je commence à mettre de l'argent dans mes poches.
OK? Sinon, si ça arrive avant, ça veut dire que si on arrête avant, ça veut dire qu'on va perdre de l'argent au net. OK? Donc, quels sont, là, on va parler de sources ou d'inducteurs de coûts à l'exportation, mais j'en ai qui sont mes produits. OK? Exemple d'inducteur produit, bien, ça va être les composantes différentes qu'on a parlé. OK? La recette qui va être différente, ça, c'est le produit à quelque part, là, puis la clientèle qui demande ça. Il y en a que ça va être les clients, tout le volet publicité. OK? Le volet commande, bien, c'est mes brokers, tout le volet vente ici, là, ça va être sur mes commandes. Il y en a d'autres, ça va être le marché, le pays, les salons, les voyages que je vais faire. C'est pour aller connaître le marché. OK? Donc, en général, là, ça va être les grands groupes qui vont vous demander, là, chacun des éléments, j'ai des coûts additionnels qui viennent, qu'il faut que je prenne en compte, et ça va être les inducteurs, on va appeler. Donc, on a parlé de coût de revient ici à l'exportation. Donc, coût des produits quand je fabrique ici, donc matière première, main-d'œuvre directe, loyer, énergie. Et quand je m'envoie à l'exportation, mais là, je vais avoir des frais pour adapter le produit, des frais de développement, des frais de représentation, on les a parlé, et c'est ce qu'on a à peu près ici. OK? Donc, commercialisation, agent, représentant, transport, assurance, couverture de risque, taux de change, droit. Donc, ici, couverture de risque, taux de change. Quand on parlait de taux de change, si je prends des contrats pour me couvrir contre le taux de change, là, je vais venir comptabiliser ça ici. OK? Personnel commercial à l'étranger, on est dans du fixe. Participation des fois, on en a parlé. Je vais juste voir s'il y en a qu'on a oublié. Non, on est pas mal tout là. OK? Donc, quand je vais vouloir faire mon coût de revient à l'exportation, là, je vais vouloir commencer à intégrer de ces éléments-là dans mon analyse. OK? Puis, idéalement, ce que je vais vouloir faire, c'est m'établir un plan stratégique à l'exportation, comme je mentionnais. Il faut que je puisse avoir un début, puis voir où est-ce que la fin de mon plan se situe par rapport à ma courbe de cycle de vie. OK? Puis se doter d'une charte de compte plus détaillée, comme j'ai mentionné, en fonction du système qu'on a, pour être capable d'isoler rapidement les frais reliés à l'export, puis d'être capable de les suivre. On dit qu'il faudrait déjà bien connaître le coût de revient de ces produits, OK, qui sont sur le marché domestique. Si sur mon marché domestique, déjà, j'ai de la misère à calculer comment ça me coûte, bien, d'aller le faire sur le marché étranger, ça va être encore plus difficile. On rajoute une couche de complexité. Donc, déjà, au départ, idéalement, on devrait bien connaître notre coût de revient. OK? Je dis qu'idéalement, l'entreprise qui veut se lancer à l'étranger, si son modèle d'affaires déjà est boiteux sur le marché domestique, où ça ne va pas bien, la gestion est plus ou moins bonne, puis je me dis, mais ma solution, c'est d'aller sur le marché étranger. Ça, c'est comme un jeune couple qui essaie d'avoir un enfant pour dire que le couple va aller mieux après. En général, ça ne marche pas. OK? Fait qu'il faut que je sois déjà en position profitable, que je sois capable d'opérer adéquatement. À l'inverse, il y a des entreprises que le modèle d'affaires, on se dit, si je fais juste attaquer le marché domestique, ça ne marchera pas. Je n'ai pas assez de volume. Ceux-là, ils ont un modèle qui va être déjà au départ enligné pour faire de l'exportation. Okay? Donc, ceci là, doit être rentable, à moins d'être une stratégie principale. C'est-à-dire que la semaine passée, j'étais dans une entreprise, là, ils vendent au Québec à peu près 2 %. Le reste, c'est tout aux États-Unis et en Europe. Bien, son modèle d'affaires, c'est un modèle à l'export. Lui, il n'a pas le choix de développer sa rentabilité de ce côté-là. Mais si je suis un Lassonde, par exemple, OK, puis que je ne suis pas rentable sur le marché québécois puis ontarien, bien, d'aller à l'extérieur, puis de rajouter des usines, puis en pensant que je vais être plus rentable, ça ne marchera pas. Là, okay? Il faut déjà que je sois un bon opérateur, un bon fabricant. Donc, 3 méthodes ici qu'on va distinguer. Méthode du coût complet, qui va ressembler à la méthode qu'on parlait tantôt. Méthode des coûts directs, où là, dans le fond, on va prendre notre coût interne, puis on va ajouter seulement les frais directs de production reliés au nouveau marché, aux coûts variables directs. Puis méthode empirique, c'est ajouter les coûts de commercialisation à l'export et les coûts fixes de production à l'export au coût de revient domestique. Donc, on va les voir en chiffres, ça va être plus facile. Donc, si j'ai une situation, OK, donc sur mon marché national, je dis j'ai volume de production 250 000, puis à l'export, je vais faire 50 000 unités de plus. Mes coûts variables de production, 4 et 5. Là, c'est mon produit que j'ai ici, que je vais vendre à l'export. Donc, le coût additionnel de production, c'est 50 sous. Mes coûts fixes de production, 158 000.
je rajoute une machine, 30 000 $. Mes coûts fixes indirects, 200 000 $, ma main-d'œuvre d'entretien, mon énergie, etc. OK? Mes coûts fixes de commercialisation, 65 000 $. Puis là, sur le marché étranger, je rajoute un 10 000 $. Et là, ici, j'ai mes transports, douane, commission, frais de douane, markup. Là, ici, il est tout en pourcentage. Alors, sur le marché national, sur le marché domestique, là, on a les coûts. C'est 4 et 5. J'ai 63 sous qui est mes coûts fixes de production, 158 000 divisé par 250 000. OK? Mes frais fixes indirects, commercialisation, encore là, c'est ça ici divisé par 250 000. Ça me donne 5,74. Transport, markup, etc. J'arrive à prix de vente, 6,31. Là, ici, j'ai mes 3 méthodes. Empirique, coût direct, coût complet. Je pars de la méthode empirique. Je dis, bien, je prends mon marché ici domestique, je vais venir lui rajouter les coûts reliés à l'export. Donc, je rajoute mes coûts variables de production, donc mon étiquette additionnelle que je fais. Je viens de lui mettre dessus, ici, 50 sous. Frais directs de production, on dit, bien, c'est 63 cents sur mon marché domestique, je garde le même taux. OK? Mes frais directs de production à l'exportation, j'ai une étape additionnelle, puis j'ai eu besoin d'investir sur cette machine-là. OK? Fait que c'est 30 000 divisé par 50 000 unités. OK? Fait que pour ça, j'arrive à 60 sous. Mes frais indirects, j'avais 80 cents, je réplique ça. Mes frais fixes de commercialisation, 26 sous, etc. J'arrive à 7 et 4. Okay? Je rajoute transport, assurance, risque de change, mon markup additionnel. 81, là, on arrive à 9,84. On voit que le coût est vraiment plus élevé. Là. Okay? Le profit, c'est dans mon markup là, que j'en tiens compte. Là. Okay? Quand je fais un markup, mon pourcentage qui est là, okay, puis je dirais c'est pas une situation réelle. Okay? C'est juste une mathématique pour qu'on puisse le voir ensemble. Il y en a que le markup, ça va être 50 %, il y en a d'autres, ça va être 100 %. Toutes les entreprises sont différentes là-dessus. Là. Okay? Puis markup, c'est pas une marge. Hein? Faites attention à ça. Là. Un markup, là, c'est un cost plus. Si ça me coûte 10 $, puis je rajoute 10 %, je vends 11 $. Okay? Mais je ne fais pas une marge de 10 %. Okay? Une marge, c'est ce que je dégage comme profit, 1 pièce sur mon prix de vente. 1 pièce sur 11, c'est pas 10 %. C'est 9 ou 8 quelques %. OK? Quand il y en a qui disent je fais une marge de 50 %, mais non, c'est un markup de 50 %, mais je fais une marge de 33 %. Okay? C'est toute la distinction du monde. C'est entre faire des profits et faire des pertes. Où c'est qu'on est par rapport au temps? Okay, il nous reste à peu près une vingtaine de minutes? 20 minutes. C'est bon. OK. Donc, le danger de cette méthode-là ici, OK, c'est que c'est très simple, c'est facile. OK? Ça se fait rapidement. Le danger, c'est que j'ai peut-être des économies d'échelle sur mes coûts directs de production puis sur mes coûts fixes indirects ici, que je ne reflète pas. OK? Ici, là, mon 200 000, là, que j'ai rien là, mais en fait, c'est 200 000, pas sur 250, c'est 200 000 sur 300, le vrai coût, là. OK? Mais ici, parce que j'avais ce facteur-là, je l'ai juste répliqué de l'autre côté, parce que je veux un exercice rapide, facile. OK? Il y a un danger de surévaluer mes coûts, puis de prendre c'est comme si je prenais des coûts en double. OK? Fait que ça va faire en sorte que quand j'arrive sur le marché étranger, souvent, je vais avoir une facture un petit peu plus salée. Mon prix va être plus élevé. OK? La méthode des coûts directs, c'est de dire, bien, je prends le marché domestique, puis tout ce que je viens rajouter, c'est mes frais directs variables, OK, reliés à l'export. Donc ici, là, on voit frais fixes de commercialisation, je ne l'ai pas là. Je dis que ça rentre ça, dans mon profit de mon marché domestique, c'est lui qui va l'absorber. OK? Excusez. Non, ça. Puis, donc, je n'ai pas ça. Mes frais indirects ici, je ne l'ai pas. OK? Je n'ai pas l'autre, frais fixes de commercialisation. Donc, c'est sûr que mon coût va être plus bas. OK? Mais est-ce que ça représente réellement la réalité? Pas tout à fait. L'hypothèse que je prends quand je prends cette façon-là de faire, c'est que je dis mes frais indirects ici, là, sont déjà tout absorbés par mon marché domestique. Fait que j'ai de la capacité disponible, puis je vais l'utiliser pour à l'étranger. Ça va me donner un bonus de plus. OK? Fait que mes frais fixes, je les laisse sur mon marché étranger. Je ne les applique pas sur mes produits que je fais à l'externe, que je fais pour mon marché extérieur qui est hors domestique. Donc, c'est pour ça que ici, mes frais directs de production, je ne les ai pas.
Je vais juste prendre mes frais directs à l'export, OK, qui vont être considérés. Je n'aurai pas mes frais indirects ici. Je vais avoir seulement mes frais de commercialisation à l'export qui vont être là. Okay. Là, c'est clair que je vais avoir un coût qui va être, un prix de vente qui va être plus bas. Okay. Ça va être intéressant si, sur le marché étranger, il y a de la concurrence importante. Puis que je ne suis pas capable de me démarquer. Je vais vouloir me démarquer probablement avec mon prix de vente. Okay, pour aller m'accaparer. Donc, là, on va parler de stratégie de prix. Là, on va parler de stratégie de pénétration. Okay. Fait que je vais vouloir faire refléter ça en conséquence. Donc, en minimisant les coûts que je vais venir appliquer sur mon produit que je vais exporter, en me disant, bien, sur mon marché domestique, ça va bien, je vais laisser les coûts reliés à mon marché domestique à ce marché-là. Je ne viendrai pas les appliquer de l'autre côté. L'autre méthode, c'est la mitoyenne entre les deux. On voit là, que le résultat il est entre deux. Okay? C'est que dans le fond, je viens prendre la totalité de mes unités, puis la totalité de mes coûts, puis je le divise par un par l'autre. Okay? Fait qu'ici, là, mon 4 et 5, 50 sous, c'est clair que ça reste comme ça. Mais l'autre, vous voyez, je passe de 63 sous à 53 sous. Donc, ça veut dire que j'ai fait 158 plus 30 000. Ça fait 188 000 que j'ai divisé par 300 000 unités. Okay? Là, c'est comme si ce produit-là, ou ces produits-là que j'envoie à l'export, je me dis, ça devient partie intégrante de ma business. Je les considère sur le même pied. Okay? Par contre, c'est clair qu'aussi, tout le volet commercialisation relatif à l'export, mais lui, il va se le voir attribuer. Okay? Parce que c'est du frais direct relié à ce marché-là. Je ne viendrai pas faire absorber ça sur mon marché domestique. Okay? Question? Je sens que je vous ai peut-être perdu un peu, là. Ça peut-tu? Pour moi, c'est bien naturel, là, mais y a-t-il des interrogations, des questionnements? Je dirais on en voit deux. Il y a ça ici, puis il y a celle-là ici. OK? Ils ne regardent pas ça, eux autres. OK? Parce que les auditeurs, eux, ils regardent les états financiers dans leur globalité. OK? Ils ne regardent pas le coût de revient par produit. OK? Ils veulent s'assurer que l'inventaire est bien évalué, que dans leur globalité, j'ai mes matières premières, j'ai ma main-d'œuvre, puis j'ai mes frais généraux. Mais sur un produit versus un autre, peu de différence. OK? Je ne veux pas mettre du sang dans ton engrenage, oui. Mais fixer votre prix avec un marqueur, c'est pas une bonne idée. Moi, tu vas voir c'est quoi que le marché est capable d'absorber comme prix de vente. Ça, tu regardes si tes costs sont dedans. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Ça veut dire que si le marché est capable de prendre 12$, vendre à 12$, tout à fait. Il n'y a pas de raison de faire un marqueur. Certains marchés sont capables de payer 30% de profit. Il y en a qui ne sont pas capables de prendre, mais vendent pas dans ce marché-là, vendent un autre. Tout à fait. Méthode, mais une fois qu'on a fait cette analyse-là, là, on est à un niveau stratégique tactique. Là. Opérationnellement parlant, j'ai besoin de dire à mes gens, bien, quand on va faire telle recette, faire ça, c'est quoi la mécanique pour établir le prix de vente? Là, je suis obligé de mettre une mécanique de markup, mais qui va être basée sur mon analyse stratégique du marché. OK? C'est là que, après, malheureusement... Dans le fond, ton tableau dit que ça fixe ton prix de vente. Mettons que ça fixe le prix minimum auquel tu pourrais vendre. Dans cette optique-là, oui, tout à fait. Parce que je ne suis pas de l'optique à dire on va laisser de l'argent sur la table pour le laisser sur la table. Puis on va le voir dans un petit exercice qu'on va faire dans quelques minutes. Le prix de vente, là, c'est pas nous autres qui le fixent en général. C'est le marché. Fait que tout ce qu'on peut faire, nous autres, avec le coût, c'est de dire, je fais-tu assez de profit ou j'en fais pas assez? Si j'en fais pas assez, OK, comment est-ce que je corrige ma situation? Je délaisse ce marché-là, j'améliore mes opérations, j'améliore mon taux de pénétration, etc. Ça, je vais rentrer dans ces stratégies. Okay? Donc, ici, vous avez la comparaison des méthodes avec les avantages et inconvénients. Je vais juste faire ces diapos-là, je vais revenir à l'autre, suite à la question d'en arrière. C'est que souvent, une entreprise qui commence en exportation, mais qui a déjà un bon volume sur son marché domestique, puis qui est rentable, bien, on va travailler la méthode empirique. Okay? Pourquoi? Parce que c'est ici ma courbe, c'est ma capacité de production utilisée pour le marché domestique. Donc, elle est très élevée. Sur mon marché domestique, là, je travaille que sur ce marché-là, puis il me reste un petit peu de capacité, puis je l'utilise pour mon marché à l'exportation. Fait que j'ai une méthode simple, je ne veux pas me casser la tête. Okay? Et plus mes ventes à l'export vont augmenter, plus ma capacité va être utilisée en conjonction, plus je vais vouloir avoir une méthode qui va être simple, unique pour l'ensemble de mes produits. Et c'est là que je vais migrer vers la méthode du coût complet. Okay? Fait qu'il y en a qui vont partir avec la méthode empirique, l'autre coût direct.
Mais après un certain temps, quand je vais atteindre 20, 25, 30, 40 de ma capacité d'opération sur le volet à l'étranger, je vais me passer en méthode complète parce que mon système intégré va avoir de la misère à gérer les deux de façon en parallèle. OK? Fait qu'il va falloir passer un ou à l'autre. T'en plein ça. Par contre, tu peux avoir des opportunités de positionner. Tout à fait. Oui, oui. OK. Je reviens ici. Donc, vous avez avantages, inconvénients. Donc, empirique, c'est simple. Ici, coup direct, mais ça facilite la pénétration. Ça va être souvent utilisé avec une stratégie de pénétration, parce que je vais vouloir avoir le prix le plus bas possible pour aller me chercher un marché, puis après ça, augmenter mon prix. OK? Tandis qu'empirique, on l'a vu, le prix va être plus élevé. Fait que souvent, ça va bien avec une stratégie d'écrémage. OK? Pardon? Décrémage. Décrémage. Je vais aller chercher la crème en haut, là. Donc, je vise juste ça. Fait que je suis en haut, là, puis je vais écrémer le marché. Fait que je ramasse ce qui est le plus riche. Je vais cibler les gens qui sont prêts à payer le plus cher. Mais en même temps, souvent, c'est parce que je ne suis pas capable de fournir le volume que si j'étais au prix le plus bas. Fait que ça me permet d'équilibrer les choses. Okay? C'est souvent une stratégie de prix là, qui est utilisée pour les produits de luxe. Okay? C'est une stratégie, on va parler de stratégie d'écrémage. Tandis qu'ici, ça va être plus variable dans le terme de stratégie, mais ça va minimiser les risques de sous-estimation des coûts fixes. Ça met sur le même pied le marché traditionnel que le marché à l'exportation. On va réduire le coût de revient sur les marchés nationaux. Ça handicape la compétitivité des fois des produits, par contre. Okay? Ici, il y a un risque de sous-évaluer les charges fixes indirectes. Okay? Donc, quand j'ai une proportion de vente domestique versus export, mais plus je vois ma proportion va être grande, plus je vais aller vers du coût complet, parce qu'en bout de piste, ça va être la plus simple à gérer. Ça, c'est beau. Prix de vente. Donc là, suite à la réflexion de monsieur, je ne sais pas trop votre nom, Martin, suite à la réflexion de Martin, on se dit, bien, c'est vrai que c'est réducteur de dire, je veux juste prendre un cost plus, mais c'est souvent ce que les entreprises font, malheureusement. Puis, quand on parle de coût de revient, ils disent, bien, je veux avoir mon coût de revient pour établir mon prix de vente. C'est vrai qu'on peut le faire si on a fait une analyse de notre marché, si on a fait une analyse des différents éléments de notre organisation. Fait que si on regarde pour établir un prix de vente, dans une perspective où je veux aller dans un nouveau marché, quels sont les éléments là, que je devrais prendre en compte qui sont externes à l'organisation ou qui sont internes à l'organisation? Ici, dans une perspective globale, puis l'autre dans une perspective particulière ou spécifique. Demain matin, je vais établir mon prix de vente. C'est quoi que je vais vouloir prendre en considération? Compétition. OK? Donc, compétition, on s'entend que c'est externe à l'organisation, puis c'est global. Donc, ma compétition sur le marché. Autre chose? La valeur perçue par consommateur. OK? Donc, valeur perçue. Est-ce que le client perçoit mon produit comme quelque chose qui est prêt à payer 10$ ou non, ça vaut juste 2$? Axe de différenciation. OK. Autre chose? Unicité. Pardon? Unicité. C'est unique dans ce que tu fais ou quelque chose. OK. C'est un axe de différenciation. Ouais, c'est ça. Je vais l'écrire comme ça. Unicité. Ça va être produit. Ça va être l'image. OK. Ça va jouer sur différents aspects. À l'interne, j'ai mes profits attendus. Tout à fait. Dans perspective particulière, ici, je vais avoir tout mon coût de produit. OK. Mes coûts de transport. Tous les coûts relatifs à l'export. OK. Pardon? Les objectifs. Donc là, vous allez exactement dans l'eau ce que je voulais vous amener, dans la stratégie. C'est quoi ma stratégie? C'est quoi mes objectifs? Quelles sont mes cibles? OK? Je suis prêt à attendre combien de temps pour atteindre ces cibles-là? OK? L'autre volet, ça va être l'investissement. OK? En termes de temps, puis d'efforts, puis de ressources monétaires. OK? Pour développer ce marché-là. OK? Autre chose? Dans ta stratégie, dans tes tactiques, peut-être
Tout à fait. Marketing, publicité. OK. Compétition, valeur perçue. On a parlé du marché. OK, je vais vouloir connaître mon marché. C'est quoi les attentes du client? OK. Un matin, j'étais dans un atelier, puis on voyait que le marché français, allemand était similaire sur certains aspects, mais Grande-Bretagne, très différent sur les aspects là, de différents produits de commercialisation. Donc, les attentes ne sont pas pareilles. On ne vise pas les mêmes choses. On parlait en Grande-Bretagne, ce qui était beaucoup in, c'était tous les aliments fortifiés là, en protéines, etc. Tandis que ça avait un peu moins d'emprise sur le marché français. Okay? Donc ici, là, on est dans le volet stratégie d'organisation. Okay? Qu'est-ce que je veux? Par quel moyen, par quel chemin je vais m'y prendre? Ici, on est dans notre produit. Quels sont les éléments qui sont propres à mon produit? OK? Ici, c'est vraiment plus, je vais vous dire, relatif à mon client que je cible, que je vais aller chercher. Tandis qu'ici, je suis plus dans l'optique là, de mon marché. OK? Puis il faut avoir des connaissances, puis il faut établir des cibles dans chacun de ces éléments-là. Si on ne connaît pas assez un volet, on est à risque. OK? Il faut aller chercher de l'information. C'est pour ça que vous êtes ici aujourd'hui. C'est pour vous permettre d'aller chercher de la connaissance, des compétences, de l'expertise dans chacun de ces domaines-là. OK? Trop souvent, on dit le prix de vente, il faut que je connaisse mon cost. Moi, mais le cost, c'est une variable. Il y a plein d'autres affaires qu'il faut prendre en compte. Et c'est l'amalgame de tout ça qui va nous permettre de dire, bien, OK, est-ce que j'ai le bon prix? Okay. Quand on parlait de stratégie de prix de vente, là, donc stratégie de pénétration, prix très bas, écrémage, les prix vont être élevés. OK? Stratégie de prix fixe, ça va être idem pour les clients. Je ne me casse pas la tête d'un client versus l'autre. Stratégie de prix variable, mais ça va être différent pour différentes clientèles, puis je vais venir m'ajuster dans différents secteurs, dans différentes régions. Okay? On dit généralement la méthode de coût est en lien avec la stratégie de prix, la capacité excédentaire. Donc, si j'ai beaucoup de capacité excédentaire que je veux utiliser puis amortir mes frais fixes, bien, je vais être plus en mode complet. Si par contre, ma capacité excédentaire est minime, je vais être en méthode empirique, puis ça ne fera pas une grosse différence. Donc, les étapes, je vais calculer mon coût de revient de mon produit domestique, connaître, comprendre le nouveau marché. Donc, tout ça ici, là, ce volet-là, je vais vouloir comprendre ça. Je vais calculer mon coût ici, analyser le prix des concurrents, de leur stratégie, déterminer les coûts de commercialisation pour l'exportation ainsi que les coûts d'adaptation au marché cible. Donc, je vais faire un budget propre à ça. Donc, je vais être capable d'estimer les coûts de livraison de marchandises, établir une stratégie de prix, définir une marge bénéficiaire cible. Okay? Et là, on va fixer un prix de base en dollars canadiens, en devises étrangères, développer une grille de prix pour le marché cible, puis là, après ça, on va être prêt à attaquer le marché. Donc, on a notre plan de projet, notre départ, on devrait avoir des prévisions financières minimalement sur 3 ans, et je devrais avoir une bonne idée de mon cycle là, pour atteindre la maturité, quand est-ce que je vais arriver là. Okay? Je vais avoir mon budget pour la première année. Okay? Puis idéalement, mes prévisions financières vont être plus grossières, mais mon budget en 1 est un peu plus micro, un peu plus détaillé. Et versus ce qu'on va obtenir réellement sur le marché, bien là, on va avoir des écarts. Je vais avoir des écarts. Je vais en vendre plus, je vais en vendre moins, ça va me coûter plus cher de ci, ça va me coûter moins cher de ça. Le taux de change ne sera pas pareil comme je l'avais anticipé, etc. Et là, je vais être capable de prendre une lecture, puis ce que je veux faire, c'est être capable de me corriger, m'améliorer pour les années 2, 3, 4, puis faire un budget 2 qui va être un peu plus ajusté à ma pénétration que je souhaite sur le marché. Okay? Puis ma lecture maintenant que j'ai vraiment la vraie lecture de ma clientèle. Okay? On est-tu correct? Oui. Donc, au départ, on se disait, mais pourquoi connaître nos coûts? Puis je vous dirais, prenez un certain temps. Si dans votre entreprise, vous n'avez pas fait établir le coût de revient déjà, ça vaut la peine de se poser la question, de définir les 2, 3 éléments de priorité qui sont importants.
pour que vous puissiez établir un coût correctement qui puisse répondre à vos questions. OK? Donc, il y a différents éléments là-dedans qui vont sûrement vous interpeller plus que d'autres. Donc, il faut être capable d'établir c'est quoi notre priorité. On a regardé la classification des coûts. Donc, il faut être capable de voir qu'est-ce qui est direct, indirect, relatif à nos opérations, puis qu'est-ce qui est variable, fixe. OK? Parce qu'une fluctuation de volume, bien, il va venir affecter mes coûts variables. Il va me permettre de répartir mes coûts fixes sur une plus grande quantité. Et quand je fais ça, bien, je fais des économies d'échelle par défaut. OK? Donc, ça, c'est un élément d'impact. L'autre volet, c'est au niveau des méthodes, on a vu contribution marginale ou de la marge au coût variable. Objectif principal, décision rapide à court terme. Je prends un commande A, je prends un commande B, je prends la réduction de prix que le client me demande pour un volume plus grand. Qu'est-ce qui va me rester en bout de piste dans la fin de mes poches? C'est comme la méthode de la napkin. C'est une méthode rapide qu'on va calculer. L'autre, c'est la méthode du coût complet. Objectif principal, décision à long terme pour dégager une profitabilité raisonnable. Approche traditionnelle, j'ai une seule base de répartition de mes frais généraux. Approche par activité, mais là, c'est quand j'ai des opérations plus complexes, je vais avoir multiples bases. Donc, mes frais généraux, je vais-tu les répartir juste sur mes heures de main-d'œuvre, par exemple, ou sur mes heures de main-d'œuvre, mes heures de machine, mon nombre d'unités, etc. En approche par activité, on va utiliser plusieurs méthodes de répartition. Quand on rentre dans un coût relié à l'exportation, on voyait méthode empirique, méthode très simple. Par contre, souvent, mon coût qui va ressortir en bout de piste va être plus élevé, ce qui va m'amener à un prix plus élevé sur mon marché. Et à l'inverse, le méthode du coût complet, c'est quand j'ai une bonne répartition de mon marché domestique versus à l'export. L'importance de mon marché domestique est moins importante, c'est pour ça que je dis plus faible ici. Et l'ensemble de mes coûts vont être répartis sur l'ensemble de mes produits que je vais fabriquer. Comme ça, je vais m'assurer d'avoir le coût le plus juste possible pour mes produits que je vais avoir à l'exploitation.